Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode Machi. Aujourd'hui nous sommes en Champagne, nous allons déguster les vins de chez Bourgeois Diaz. Nous commençons la visite par le pressoir, accompagné de Jérôme Bourgeois, le maître de chai et propriétaire de cette belle maison champenoise en biodynamie. Le tour du pressurage, c'est à peu près pareil. En Champagne, c'est 3 heures. Ah, c'est relativement court finalement. 3 heures, 3 heures et demie. Après, on a été faire un voyage d'études en Alsace. On se rend compte qu'eux, par contre, ils pressent sur 8 heures, 10 heures, 12 heures. Ouais, j'allais dire les pinots noirs, si tu les veux, sans tanin, très clair et tout, font un pressurage plutôt très lent, mais après aussi le fait que nous, ce soit en grappe entière, finalement, tu extrais peu la couleur en fait. Ouais, tu extrais peu la couleur. Donc en 3 heures, tu arrives à avoir un jus pinot noir clair, quoi. Ouais. Après, il y a souvent justement la taille, la fraction de fin de presse qui est là, qui est plus colorée. Okay. Donc après, il y a pas mal de gens qui décolorent au charbon. Ah oui, ouais, ok. Nous, on laisse la couleur telle qu'elle est. Okay. Au fur et à mesure de la vinification, ça va avoir tendance à partir un petit peu. Ouais. Et puis à la fin, finalement, sur le produit final, ça peut avoir une petite teinte. Moi, je trouve ça sympa. Oui, ça peut apporter justement. Parce qu'au moins, ça montre qu'en fait, le produit est vinifié naturellement et ça lui donne une plus grande personnalité. Parce qu'après, en fait, en Champagne, il y a longtemps eu et il y a toujours en fait cette habitude de vouloir que le champagne soit blanc. Absolument, ouais. Sur les 100% pinot noir, moi j'aime bien quand il y a un tout petit reflet rosé, mais c'est pas rosé, c'est juste entre les deux. Moi je trouve ça aussi, moi je préfère aussi, ça me donne plus envie qu'un truc complètement blanc décoloré, mais il y a plein de gens en Champagne qui ont peur de la couleur. Ah ouais, ok. Ouais, parce que le rose est associé au sucre des fois, peut-être sur les champagnes rosés. Ou je sais pas, quelque chose de pas sérieux. Je sais pas ce qui peut passer dans la tête des gens par rapport à ça. Okay. Moi, ça me dérange pas trop. Et le charbon, il sera autorisé en biodynamie, par exemple Alors, je sais pas ça. Ouais. Je sais pas. Il me semble que oui, parce que je sais qu'il y a des vignerons qui sont en biodynamie qui l'utilisent. On va dire que c'est pas un intrant, ça retient. Du coup, ça absorbe et puis c'est vraiment tout au début du process, quoi. Donc après, moi, j'ai un peu de mal parce que de mettre du noir dans un jus qu'on a mis toute l'année à. Ouais. Tu vois, à faire en sorte qu'il soit le meilleur, mais en même temps, a priori, au départ, t'as peu de choses négatives dans le fait d'en mettre. Mais moi, je préfère en rester, garder un peu de couleur. C'est une belle vision. J'ai assemblé tous les pinots noirs et tous les meuniers dans la même cuve, donc les fins de presse, qui sont la fraction entre les 20 hectos et les 25 hectos. Donc il y a 500 litres par pressoir en fait de taille. Ouais. Et donc, j'aime bien les assembler et les utiliser dans le 3C. En fait, c'est une fraction qui est plus colorée. C'est ce qui évolue plus rapidement, qui est assez souple. Sur le fruit, ça tire sur le bonbon anglais. Bonbon anglais, la fleur, presque un peu... une fleur blanche, un peu sureau, rose, un peu tout ça. Sureau, Voilà, donc là, on est en cours de vinif. Là, c'est à la fin de la fermentation malolactique. Ouais. Donc, vendange 2023. Et donc en général, on va assembler ça avec les vins de réserve et puis une fraction des raisins d'un peu tous les terroirs, quoi. Ouais. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose assez une base assez fruitée, assez facile à boire. C'est une belle entrée en la matière, c'est très flatteur. 100% cuvée, donc les 2 premières presses d'une parcelle de meunier qui s'appelle les Justices. Donc c'est un peu la parcelle emblématique du domaine parce que c'est une vieille parcelle de meunier qui a 60 ans et qui est en sélection massale, qui est sur un sol argilo-limoneux qui n'est pas très calcaire mais où la craie est vraiment au fond. Mais on a toujours des meuniers super frais, super délicats. L'idée, c'est de les vinifier de façon à garder cette fraîcheur et aller chercher de la minéralité, de la profondeur. Donc on voit, il y a toujours une légère couleur, mais qui est quand même moins prononcée que sur la taille.
Et donc vinifié dans du béton. Ça, c'était un choix que j'avais fait à un moment d'essayer de multiplier un peu les types de contenants. Au début, j'étais parti sur l'inox, après un petit peu de bois. Et j'avais aussi envie d'essayer le béton, qui est finalement un peu l'entre-deux entre l'inox et le bois. C'est-à-dire qu'il y a cette micro-oxygénation, mais sans cet apport du bois. Et aussi cette forme, hein. Là c'est une cuve, on appelle ça cuve diamant, parce qu'il y a des facettes à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est une forme d'œuf horizontale aussi. Donc oxygénation lente et on laisse du coup le cépage s'exprimer un peu plus qu'avec l'élevage bois. Oui, tout à fait, c'est ça. Moi je pense que c'est un peu moins, ça envahit un petit peu moins l'expression du cépage, quoi. C'est sur la retenue, mais on a un beau potentiel et un bel équilibre pour l'année, je trouve. Pas une année qui est vraiment très expressive, mais où finalement l'équilibre est assez intéressant et on a ce fruit, mais tout en délicatesse, quoi. Là, en proportion, dans les assemblages, après, c'est selon ton ressenti, l'année aussi. Alors ça, en général, ça c'est un parcellaire qui va souvent aller dans la cuvée 100% Meunier. Et après, les fractions de Meunier qui sont pas ce qu'on a retenu de meilleur vont aller dans le 3C en général, ou voire dans le blanc de noir. Mais les meilleurs Meuniers vont aller soit dans la cuvée 100% Meunier, soit dans le millésimé. D'accord. Voilà. Le 100% Meunier, c'est ton blanc de noir en fait. Enfin, c'est ton. Non, t'as pas de 100% Pinot Noir. Si, j'ai un 100% Meunier et un blanc de noir, mais le blanc de noir, il y a systématiquement du Meunier et du Pinot Noir. Et du Pinot Noir, ok, d'accord. Voilà. C'est plus vif, quoi. Il y a beaucoup d'acidité. Là, il y a une belle acidité. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que là, cette année, en fait, on a, je pense, les maturités juste pile poil. Pour que le vin ne paraisse pas un peu léger et retombe, mais avec une acidité quand même qui est assez intéressante. Et après, ça va être intéressant aussi de faire le distinguo avec l'œuf. Donc le même vin, même parcelle. Et d'ailleurs plutôt, celui-là, c'est même parcelle, mais l'œuf, et en fait la cuvée dont tu me parlais qui était oxydative, donc c'est l'assemblage de ces deux petits œufs là. Et là on met vraiment en valeur le parcellaire. Je pensais que c'était en barrique, c'est ce qui était arrivé, mais c'était en fait c'est ça qui est étonnant, c'est qu'après coup je me suis dit, est-ce que c'est pas le fait d'avoir vinifié dans des œufs mais sans oxygène, tu vois, dans une atmosphère la plus réductrice possible, un peu tendue, quoi. Et que après le fait que le vin se reprenne de l'oxygène avec le liège. A fait se développer une oxydation. Parce que c'est en bouteille du coup. Parce que le vin il n'a pas eu du tout d'air et après beaucoup avec la mise en bouteille, je sais pas. On parle d'un champagne avec une pointe oxydative que j'ai eu la chance de goûter, mais je crois qu'il n'y en a plus. Mais c'est une petite pépite. Hein, et c'était sur 2017 aussi qui était certainement un millésime qui a donné cette expression-là au vin, qu'on ne retrouve pas maintenant sur le 2018 qu'on est en train de commercialiser. Un facteur chance qui est toujours facteur du hasard. L'acidité sur celui-là, du coup, en 17 17, on avait plutôt des belles acidités. C'était un peu le même profil que 2023 où en fait les raisins aussi s'étaient mis à pas mal botrytiser et où ça avait nécessité pas mal de tri. Donc ça veut dire en amont aussi un millésime assez pluvieux. Et on était un peu dans la même trame, quoi. Plutôt sur la fraîcheur et avec des belles acidités. Et l'acidité te permet la conservation, du coup. Et puis nous, ce qu'on recherche en fait dans les champagnes, c'est d'avoir. En fait, c'est ce qui nous distingue aussi le côté septentrional de la Champagne, de faire ressortir une acidité, une fraîcheur qu'on est de plus en plus en train de rechercher en général dans les vins, parce que il y a beaucoup de. Finalement, il y a beaucoup de régions maintenant où il y a beaucoup d'alcool et beaucoup moins d'acidité. Donc au niveau, on est plutôt au nord, donc on a un peu de temps devant nous pour continuer à faire des vins acides. On a un peu de temps, mais après, en même temps, on commence à voir les effets. Et je trouve que c'est là aussi où c'est intéressant de travailler en respectant plus le vivant et en travaillant en bio et en biodynamie. C'est que comme on a un sol plus équilibré, on a aussi des meilleurs équilibres dans les vins, quoi. Bien sûr.
ce qu'on retrouve de moins en moins dans les vins, dans les champagnes en conventionnel, où là, les vins, ils sont souvent moins mûrs, mais aussi moins acides, quoi. Ouais. Donc finalement, les caractéristiques analytiques de ces vins commencent à être un peu déséquilibrées pour moi. Ouais, avec beaucoup moins d'émotions aussi reçues à la dégustation. Quand même. Ouais, on va goûter l'œuf. Alors, on va goûter maintenant la même parcelle, mais vinifiée dans un petit œuf en grès de 3 hecto-50. Donc, j'ai 2 petits œufs comme ça, donc grès céramique. Donc là, c'est chauffé à 1200 degrés. Et donc, on a quelque chose de complètement inerte, vraiment qui ne communique pas du tout avec l'extérieur. Un peu comme une cuve inox, mais dans cette matière en grès céramique qui vraiment donne, et cette forme toujours d'œuf, qui donne vraiment des choses très pures, une grande tension, et qui atteint son paroxysme, je trouve, avec cette vinification dans cet œuf en grès. Voilà. Donc ça décante plutôt très bien. Ouais. Là, oui, là, c'est vrai que c'est plus du tout trouble. Une oxydation du coup très très maîtrisée, très très lente. Tout à fait. Et, ça apporte un peu de minéralité aussi. Je trouve que c'est plus minéral encore que le béton qu'on vient de goûter juste avant. Le nez est très très flatteur. Là. Ça va. Mais ça montre que le meunier a vraiment un gros potentiel. C'est quand même le cépage qui est considéré comme le moins noble en Champagne. Hein. Ouais. On parle toujours du Pinot Noir, du Chardonnay. Bien sûr. Mais bon, il faut savoir quand même que le meunier, il est dans dans beaucoup d'assemblages champenois. Hein. Tous les bruts de 100 années, en général, il y a entre 20 et 30% de meunier qui donnent la souplesse, le fruit. Ouais. Et maintenant, on se rend compte que quand on vinifie justement des meuniers, mais qui sont issus d'un sol qui vit avec des rendements raisonnables, eh bien, on a vraiment un grand vin et qui apporte beaucoup de plaisir. Justement, moi, ce que j'adore dans le meunier, c'est qu'en fait, on a une complémentarité, on a un peu tout. On a parfois la souplesse, le fruit, la vinosité, la gourmandise. Et finalement, c'est quand même un cépage très agréable qui malheureusement est peut-être pas le mieux placé pour le réchauffement climatique parce qu'il a tendance à moins bien se comporter des années difficiles. Chaudes, ouais. Et puis, il y a un peu cette ingratitude du meunier que je dis, qui est en fait le fait qu'il produit moins que le Pinot et le Chardonnay. Ouais. Et donc, j'ai quand même peur que beaucoup de producteurs s'en détournent au profit du Pinot et du Chardonnay. Donc, à nous de le mettre en avant. De continuer à le mettre en avant. Je valide ce choix. Faire en sorte qu'il soit toujours là. Ouais, ça mérite en tout cas de le goûter seul déjà, parce que moi, je ne l'avais jamais goûté seul, le meunier. Donc, c'est une chouette découverte. Et du coup, je comprends l'assemblage avec ces différentes... Mais alors après, je propose qu'on le regoute maintenant sur un demi-muit pour voir un peu l'apport boisé et ce que ça peut apporter justement en termes d'expression. Allons-y. Donc là, on va goûter toujours la même parcelle, mais là, sur un demi-muit, donc on va avoir une toute autre expression. Je pense qu'on va garder toujours la fraîcheur de ce meunier. Mais on va lui quand même apporter un peu plus de rondeur, de gourmandise. Il est très délicat. Et c'est vrai que peut-être que c'est un peu une volonté de ma part de vouloir faire en sorte que le meunier soit délicat sur la finesse, pour montrer justement, faire un contre-pied à ce qu'en général les gens pourraient passer du meunier. Et puis aussi parce qu'en Champagne, eh bien, c'est ce qu'on essaye de faire, d'avoir des vins délicats, fins, vraiment très élégants, quoi. Mais c'est une belle, je trouve que c'est une belle trame. Là où il y a eu l'époque un peu chardonnay, tout le monde voulait boire que du blanc de blanc, du chardot. Après la période, moi j'ai découvert après le 100% pinot noir, là je retrouvais un côté vineux qui me plaisait énormément. Et là je trouve que le meunier c'est une belle... Là, ça fait une balance entre les deux. Ouais, c'est pas mal. L'équilibre entre les deux. Ça fait connaître le troisième cépage encore un peu méconnu, on va dire, Tout à fait. Mais sachant que après les trois ont vraiment une importance, puisque c'est vrai que
le chardonnay, c'est vraiment l'élégance, la finesse. Le pinot noir, c'est vraiment le côté plus charpenté, plus vineux. Ouais. Et puis le meunier, un entre-deux avec le fruit, cette souplesse. Donc les trois apportent quand on les assemble ensemble. Et puis après, en fonction du moment où on va déguster, de la saison, eh bien, il y a des champagnes qui se prêtent plus ou moins en monocépage. Suivant aussi le moment de la journée, si on a envie de saliver, si on a envie d'avoir quelque chose de frais, d'aromatique. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Avec quoi on l'accompagne à table aussi, bien sûr. Donc là, on va goûter un assemblage de vins de réserve. Donc vin de réserve très important en Champagne, puisque c'est celui qui nous permet finalement les bonnes années de pouvoir récolter un peu plus et d'avoir un volume qui nous sert en cas de pépins, voilà, en cas de grêle, mildiou quand on est en bio, et de pouvoir compenser des mauvaises années, donc de lisser son volume d'une année sur l'autre. Et puis après, c'est ce qui permet aussi, parfois pour certains vinificateurs, de pouvoir conserver un style, c'est-à-dire de mettre toujours une proportion de vin de réserve dans un de ces assemblages et d'avoir une continuité et toujours un goût, un style. C'est quelque chose que tu recherches toi ou c'est plutôt une caution biodynamique en fait, les vins de réserve me servent vraiment plus justement pour les pépins. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment pas de scrupules parfois à utiliser des vins de réserve, à utiliser tous mes vins de réserve pour m'assurer un minimum de production. Ouais. Après, il y a certains qui, eux, ça fait partie de leur credo d'avoir toujours une partie de vin de réserve et d'assembler toujours une partie de vin de réserve dans tous leurs assemblages ou certains de leurs assemblages. Moi, il y a des années, je vais avoir des vins de réserve, d'autres, je n'en aurai plus parce que je les aurais utilisés pour compenser une mauvaise récolte. C'est ton parachute. Mais après, c'est vrai que dans le lissage du style, ça peut vraiment être intéressant. Là, j'en ai fait un petit peu en 2022, sachant que j'avais tout utilisé en 2021 parce que j'ai perdu 85% de la récolte. Voilà, donc là, à nouveau, j'ai des vins de réserve. Donc là, en fait, le 3C, qui est la cuvée qu'on produit en plus grand nombre, sur la vendange 2022, on en a fait un petit peu plus que ce qu'on avait prévu de mettre en bouteille pour justement le garder en réserve et le mettre en bouteille avec le 3C base 2023. Donc là, ça c'est du 3C 2022, l'assemblage qu'on avait fait l'année dernière, qui a été mis en bouteille en avril. Et voilà, et donc là, ça fait 8-9 mois qu'il est en foudre. En foudre, okay. Et donc le vin va s'être un peu patiné et on va avoir quelque chose d'assez intéressant, je pense. On a nos 3 cépages, du coup. Voilà, c'est l'assemblage de base, le vin de réserve, le vin de base 2020, le 3C 2022, qui va avoir bientôt passé 1 an en foudre et qu'on utilisera pour le 3C 2023. Très bien. Voilà, donc là, on a des arômes plus évolués. Ouais. Là, on est sur quelque chose de plus abouti, alors que là, on avait des vins qui étaient vraiment plus jeunes. Voilà, là, on a vraiment un vin... Ça sent le champagne. Ouais, ça commence... On se fait un peu plus d'idées sur ce que ça peut donner. Ah ouais. L'équilibre est très chouette. Donc là, on est sur quelque chose un assemblage à peu près un tiers, plus ou moins un tiers de chaque cépage. En général, c'est plutôt 40 meuniers, 40 pinots, 20 chardonnay. Ouais. Alors après, c'est intéressant parce que le foudre apporte toujours cette petite oxygénation et puis aussi ces arômes légèrement boisés. Et là, c'est bien fondu, quoi. C'est l'avantage de le vinifier en foudre et d'avoir un élevage plus long. Voilà, après, idéalement, si tous les vins étaient élevés plus d'1 an, 1 an et demi, on aurait quelque chose de vraiment très abouti. Après, on considère aussi que la prise de mousse et le vieillissement sur latte aussi participent de cette évolution et de ce patinage et de cet affinage du vin, quoi. Grâce à l'autolyse, du coup, en méthode traditionnelle. Bien sûr. Là, on a une perméabilité très lente et un vin plutôt stable sur les mois qui passent. Et c'est vraiment ça l'avantage des foudres.
puisque après c'est assez récent, moi ça fait que 6-7 ans que j'ai des foudres, donc j'en avais un et puis là j'en ai deux depuis 3-4 ans. Ouais. Mais les foudres vraiment permettent vraiment de conserver le vin dans une parfaite condition, je trouve. Franchement, on a un super équilibre, ça reste très frais, ça bouge très peu et j'estime qu'on a vraiment que le meilleur quoi, de l'évolution du vin en les gardant dans une foudre. Donc le 3C, hein, la cuvée qu'on produit en plus grand nombre, hein, on produit environ entre 40 et 50 000 bouteilles suivant les millésimes. Ouais. Et là, c'est celle qu'on fait à peu près 20 à 25 000 bouteilles de 3C par an. Donc ça, c'est vraiment ça reflète un peu notre style. Et puis, le 3C, c'est souvent finalement c'est la cuvée qui est vraiment préférée, plébiscitée par beaucoup parce qu'elle est facile d'accès. Voilà, elle est fruitée, elle est gourmande. Et donc on assemble tous nos 3 cépages de tous les terroirs. Toujours vin de réserve, comme j'ai dit, ici il y en a. Et puis nos tailles qui donnent un bon équilibre. Donc là on est sur la base 2021. Ouais. Donc 2021, on commence tout juste à les commercialiser. Alors c'est vraiment particulier, je pense que c'est la première année où il y a un pourcentage de vin de réserve aussi élevé. On est à 65% de vin de réserve, ouais. tellement on a perdu de récolte en 2021. Ouais. Et donc l'assemblage, 40% meunier, 35 pinot et 20 chardonnay. Je crois que c'est à peu près ça, à quelques pourcentages. Oui, c'est ça, 40 de pinot, 35 de meunier, 25 chardonnay. Donc tous nos champagnes ne sont pas dosés. Voilà. Ouais. On a fait l'impasse depuis la vendange 2016. L'idée, c'est que de laisser s'exprimer le champagne tel qu'il est, sans rajouter d'artifice et finalement avec les équilibres qu'on a naturellement. Moi maintenant, je ne vois pas l'intérêt. Et après, ça correspond aussi nous à nos goûts. De ce qu'on et aime puis finalement hein. au goût des clients qu'on a. Bien sûr. Donc le vrai brut nature, extra brut, 0 dosage. Voilà, tout à fait. Les 3 cépages. Le nez est très très chouette. L'équilibre est parfait, je trouve. Donc là, il y a une belle fraîcheur. On sent, moi je le sens par rapport à d'habitude, qu'il y a un peu plus de vin de réserve parce que on sent le patinage et le fait qu'il y ait un peu plus de vieux vin. Il y a un peu de bois, quoi. On sent le bois, en fait, puisque finalement les vins de réserve de 2020 étaient pas mal. On passait quelques mois en barrique avant d'être assemblés. C'est vraiment sexy sur le bois, c'est pas du tout outrancier, c'est vraiment juste ce qu'on aime. Et donc là, en général, c'est plutôt des assemblages majoritaires Pinot Noir et Chardonnay. Ce qui est le cas sur le millésime qu'on va déguster, qui est le millésime 2017, qu'on commence aussi à commercialiser depuis 2-3 mois. Et qui est, je trouve, super intéressant, un bel équilibre, parce que 2017 était une année assez fraîche, comme 2023, et puis une tendance à pourrir sur la fin de maturation. Nous, on avait bien tiré notre épingle du jeu, et 2017, c'est intéressant, parce que vraiment, c'est, contrairement aux vendanges qu'on a eues après, 2018, 2019, 2020, qui étaient très solaires, là, on a gardé plus de fraîcheur. Et là, avec cet élevage sur lit, cette autolyse d'élevure qui a pu avoir lieu pendant finalement 5 ans, on a vraiment un joli équilibre. Vous allez pouvoir t'en rendre compte, Geoffrey. Il y a beaucoup de levure quand tu dégorges après 5 ans d'autolyse, du coup sur en fait, elles sont mortes, hein, mais après, ça représente pas grand-chose. À l'échelle quand on a la bouteille sur pointe, ça représente à peine ça d'épais. Ouais. Mais ça a toute son importance, suffisant pour apporter, pour enrichir le vin et le complexifier, en fait. Allez. Donc là, 40%. Là, j'ai un petit doute parce que ça change tout le temps. 35 chardonnay. Oui, là, c'est 2017, c'est à peu près un tiers de chaque cépage. Parce que le meunier goûtait vraiment bien et on avait mis plus de meunier que d'habitude dans ce... C'est génial parce que j'ai l'impression là de monter... là, ça me fait penser à ce que j'ai goûté juste avant, mais avec un niveau
Donc là, l'idée de cette cuvée, c'est de finalement sélectionner chaque année tes meilleurs lots, soit de cuves en inox, de barriques ou en béton, qui vraiment goûtent très frais, très précis, très élégant, et où on sent vraiment que ça va pouvoir bien évoluer dans le temps. Et avec toujours minimum 5 ans de vieillissement sur latte. On laisse le temps. Et donc là, on a après tout ce qu'on peut espérer d'un champagne qui a un petit peu vieilli, où malgré ce temps assez long en bouteille, on va vraiment patiner, mais on va garder l'élégance, la fraîcheur, et on va juste rajouter finalement ces arômes d'évolution, ces arômes secondaires qui tournent, enfin qui vont évoluer soit sur le sous-bois ou des arômes de pâtisserie, brioche. C'est déjà au nez, on a déjà une idée de ce à quoi ça va ressembler. Hein. Voilà. Allez, goûtons. Voilà, et donc là, on a vraiment un champagne qui prend toute la bouche, qui est complet, qui est vineux. C'est vineux, qui est frais. c'est riche, il y a de la matière. Côté un peu, comme on disait tout à l'heure, un peu biscuit, et là encore un peu plus d'avantages, encore un peu plus pâtissier. Là, on est vachement plus sur les arômes pâtissiers. Et la note d'amande verte qu'on sentait un petit peu tout à l'heure, là, elle est encore un cran au-dessus. Ouais. Presque un peu tonka, pâtisserie, biscuité, c'est... Et voilà, et là, je pense que c'est intéressant de voir difficile de cracher. un millésime de 2017 comme ça, mais bon, en même temps, c'est encore jeune. Hein. Je pense que finalement, maintenant, en travaillant en biodynamie, on a vraiment des équilibres qui sont meilleurs au départ des raisins, et on a une capacité de vieillissement qui est vachement plus... Des vins vivants qui ont tout le mérite de continuer de vivre une fois en bouteille aussi et évoluer encore. Et parfois, on peut avoir des vins comme ça qui ont 5-6 ans, mais qui paraissent déjà un peu fatigués ou qui commencent déjà à descendre et où l'acidité baisse. Et là, on a vraiment quelque chose qui est encore qui est en plénitude. Ouais. Allez, alors donc là, on va goûter une des 2 cuvées parcellaires qu'on a lancées depuis le millésime 2017. Donc, on avait dû commencer avant ça en 2022. Et donc là, on va boire la cuvée Les Bien-Aimés, qui est un parcellaire de Pinot Noir et qui est situé en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, donc puisque nous ici, on est dans l'Aisne, à la frontière de l'Île-de-France, sachant qu'en fait, le champagne est cultivé sur 5 départements. La Marne, l'Aube, l'Aisne, la Haute-Marne et la Seine-et-Marne. Et donc nous, on a, je trouve, la chance d'avoir 1,5 hectare en Seine-et-Marne, qui plutôt nous côté exposé sud et qui fait des très beaux raisins, des très bons vins. C'est exposé sud, c'est à 1 km de Croûte, donc à Nanteuil-sur-Marne. Des pinots noirs que mes parents ont plantés dans les années 80. Alors c'était des clones, certes, parce qu'à cette époque, c'était le productivisme à outrance, donc on ne plantait que des clones. Ouais. Qu'est-ce que ça change Eh ben, en fait, les clones, c'est en fait une sélection génétique, voilà, où on veut que des plants, ils soient tous identiques, mais qui produisent beaucoup. C'était ce que les gens plantaient à l'époque, puisque nous, à l'époque de mes parents, arrière-grands-parents, les gens greffaient eux-mêmes les plants. Donc c'était vraiment des plants qui étaient issus du terroir. Voilà. Après, avec le productivisme, on a développé, il y a les pépiniéristes qui sont développés, on achète ces plants chez les pépiniéristes, des clones. Alors voilà, certes au départ ça produisait beaucoup, maintenant ils sont là, donc je ne vais pas les arracher, mais l'avantage c'est qu'ils ont 40 ans maintenant, ces vignes-là ont 40 ans. Elles produisent peut-être un peu moins. Et elles produisent un peu moins, et on a vraiment gustativement des choses intéressantes, surtout sur un terroir d'argile sur gypse, qui sont des bons argiles qui donnent bien tous les ans et qui donnent des maturités toujours très bonnes, entre 10,5 et 12 degrés suivant les années. Et on a décidé d'isoler ce terroir qui s'appelle Les Bien-Aimés, qu'on a élevé dans un foudre.
Et aussi ces 2 cuvées parcellaires dont je parlais qui ont été tirées sous liège. En fait, ça faisait longtemps qu'on était attiré par ce vieillissement, cette mise en bouteille un peu particulière. Donc, au lieu de mettre une capsule et de mettre un bidule en plastique, eh bien, on met directement un bouchon en liège et ça vieillit avec ce bouchon en liège qui a le mérite, en fait, de... Non, pas sur pointe, c'est sur latte. Sur latte. Mais on a ce bouchage qui avec un bouchon en liège et qui apporte une oxydation très lente, ménagée. Alors au départ beaucoup plus importante et au fur et à mesure du temps largement moindre. Le bouchon se gonfle en gros de. Ouais. Et donc en fait ça va avoir tendance à vieillir plus vite au départ. Et puis après, ça a une capacité de vieillissement très, très importante. Et pour voir la différence entre un tirage liège pour moi et un tirage capsule, il faut 4-5 ans pour sentir un petit peu la différence et l'intérêt de ce type de bouchage. Pas de plastique du coup, parce que pas de bidule. Pas de plastique, effectivement. Et un peu plus de manutention du coup, peut-être. Et donc en fait c'est un peu plus compliqué à dégorger puisqu'on ne dégorge pas une capsule, mais il faut le faire à la main. En fait, il faut enlever la graffe. La griffe, on a vu tout à l'heure la graffe. Voilà, il faut enlever la graffe et puis après enlever le bouchon à la main. Alors on fait le même principe quand même de congeler le dépôt. Ok. Mais par contre, on va aussi régulièrement goûter un peu la mousse pour voir s'il n'y a pas de problème de bouchon. Moi, je suis jamais tombé sur un. Ouais. T'as des bouchons de qualité aussi, je crois, quand même. Après, ça c'est un peu le nerf de la guerre d'essayer d'avoir des fournisseurs où les goûts de bouchon sont très rares. Bon, alors le nez reste assez frais. Ouais, j'adore ça. Et donc là, on a un champagne très élégant. Ouais. C'est vif, hein, c'est vineux. Ouais, c'est vineux, mais c'est très avenant. Je trouve que c'est vraiment très, très facile d'accès. Ouais. Là, on a un champagne qui a 5 ans, mais qui paraît encore jeune. Hein. Alors, il aurait pu être conservé plus longtemps, mais bon, malheureusement, on a aussi besoin de sortir les cuvées. Voilà. Ouais. Tout à fait. Ouais. On entrait en première expérience pour quelqu'un qui a jamais goûté un 100% Pinot Noir. Je pense que c'est assez accessible en effet. Il n'y a pas des tanins qu'on peut trouver chez certains, ou du moins les tanins qu'on sent sont vraiment très souples. Ouais. Alors peut-être que aussi, c'est des sols plutôt argileux. Hein, et donc tout de suite les vins sont plus ronds, plus accessibles. C'est vraiment le sol là qui donne cette rondeur au Pinot Noir. Ouais. Moi je suis convaincu que c'est ça qui apporte cette touche au vin. Et allez, maintenant on va boire un petit rouge, un petit Coteaux Champenois rouge. Donc là c'est vendange 22. Là on n'a pas commencé à les vendre, on va pas tarder. Depuis 2020, alors 2021 on n'a pas fait de rouge parce qu'il n'y en avait rien. Et en 2020 j'avais fait une petite vinif en macération carbonique et ça m'avait bien plu. Donc là j'ai décidé de repartir là-dessus. Donc carbo de 70% assemblage direct, 70 Pinot, 30% Meunier. Et alors ça s'est pas aussi bien passé qu'en 2020. Parce qu'il y a eu un peu de vol. Donc j'étais un petit peu embêté. Donc il a fallu quand même que je mette un peu de soufre à la fin de la fermentation. Et après élevage de 8-9 mois, finalement la vol s'est stabilisée, mais on est quand même plutôt à 0,8. Mais sur une carbo, assez légère, je crois que ça fait que 11 degrés. Ça a dû une semaine à peu près. Une semaine de carbo. Une semaine de carbo. Okay. Et après pressage et après élevage en demi-muit pendant 8 mois, quoi. Tu utilises les mêmes que tes champagnes, pour tes champagnes, j'imagine les foudres, les raisins. Du coup, non, les j'ai deux vieux demi-muits en fait que je gardais et qui tracent pas en termes de boisé. Tu peux pas t'en resservir derrière pour du champagne non, là après une fois qu'ils ont viré rouge, en général ils servent plus qu'à ça, quoi. On a une belle couleur. Donc là, ça fait longtemps que ça fait quelques mois que je l'ai pas regoûté. Là, au nez, ça me fait penser un peu au Jura, c'est marrant. Ouais, c'est vrai. Hein. Il y a un truc un peu poussard, poivré, presque un peu plus. Donc on va voir ce que ça dit. Même l'onis, un peu là, le truc un peu poivré. Ouais, c'est marrant. J'adore. Ça devrait me plaire. Et
Donc on boit du champagne tranquille. Voilà, donc là on est dans le c'est côté top. plutôt nature. C'est génial, j'adore. Ok, un champagne sans bulle, c'est très Donc là, il faut quand même dire qu'au départ, moi j'ai dû commencer les coteaux champenois en 2016. Au départ, je faisais des vinifs trad. Et souvent, c'est un côté qui m'énerve dans les coteaux champenois, beaucoup, où on prend plutôt exemple sur les vinifications bourguignonnes. Moi, ça me fait trop penser aux Bourgognes. Ouais. Et je sais pas, j'avais envie de faire quelque chose qui soit différent. Et je sais pas pourquoi, comme j'avais pas mal de potes dans le Beaujolais, et la Carbo m'a toujours parlé, je me suis dit, tiens, maintenant, je vais plutôt partir là-dessus. Donc voilà, donc là, après, finalement, au nez, là, ça paraît pas forcément très Carbo dans l'esprit quand tu le goûtes. Ouais, mais j'aime beaucoup. Mais ça en tout cas, j'aime amène beaucoup une ce que ça- buvabilité, une légèreté Un qu'on goût n'a comme pas on dans dit, des vinifications voilà. traditionnelles. Ouais. Donc après, je me disais que finalement, dans le futur, j'aimerais bien faire 2 vinifs, quoi. Une vinif vraiment macération traditionnelle Ouais. et une vinif carbo. Et après, soit faire 2 vins différents Ou soit assembler, ok. Ou les deux. Mais finalement, moi, j'aime bien aussi la carbo et ce côté, voilà, très digeste. Bravo, vraiment. Un très grand bravo, Tiens, ça me fait Jérôme, plaisir de c'est- trinquer plutôt sur un rouge. Je suis entièrement d'accord. Et en plus, c'est un peu innovant quand même en Champagne de boire du vin rouge. Et, je suis très, très admiratif de ce travail. Vraiment, c'est divin. Merci à toi. Voilà. Et après, restera à essayer de faire un coteau champenois blanc que je n'ai jamais osé faire parce que là, je souffrais encore plus de la comparaison parce que finalement… Donc, tu es sur le chardot pur pas forcément, ça peut être du meunier, ça peut être du en pinot. blanc, tu le travailles. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que finalement, en fait, on fait déjà des vins blancs avant que ce soit du champagne. Ouais. Donc souvent, c'est quand même plutôt des vins clairs. Ouais. Donc après, de t'imaginer ou de partir selon le précepte que ça va être un coteau champenois blanc, c'est quand même aussi une autre démarche. Et après, tu peux souffrir la comparaison des grands Bourgognes blancs. Bien sûr. Là, quand tu fais du rouge, c'est vraiment un vin à part, un vin Là, on différent. est dans le glou-glou nature. Et après, même en général, tu fais du rouge, donc c'est autre chose. C'est plus facile à mettre en avant, à se différencier par rapport à un autre vin rouge, que là, le blanc, tu rentres tout de suite dans la comparaison. Mais après, il y a quand même toujours la difficulté que quand tu vends des coteaux champenois rouges ou blancs, comme c'est le même raisin que celui pour faire du champagne, tu l'enlèves de l'appellation champagne pour le mettre en AOC coteau champenois. Donc, pour ne pas perdre d'argent, tu es censé le vendre aussi cher que du champagne. Moi, je suis prêt à mettre le prix quand je goûte ça. Si tu veux là-dessus, mais si tu veux, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que quand tu as un blanc tranquille ou un rouge tranquille qui vient de la Champagne, où tu vas pas forcément te faire plus plaisir qu'avec un vin qui vient d'ailleurs, payer un peu plus cher. tu vas le vendre, tu vas l'acheter au moins 30, 40, 50 euros. Donc, il faut vraiment quand même que ça tienne la comparaison. J'ai l'exemple d'Hérisset, moi, que j'avais découvert, en tout cas du rosé Laurier, où tu es sur une gamme un peu plus à équivalence dans d'autres vins rouges. Tu sais que tu es en Champagne. Voilà, mais c'est c'est vraiment tout le monde n'a pas toujours envie de les mettre. Et après, si pour le fun, tu dis, tiens, je vais me faire en tout cas, c'est rare. C'est à découvrir, quoi. C'est vraiment à découvrir. Ça a vraiment le mérite d'exister et d'être connu, quoi. Tout à fait. Et après, on a aussi le climat qui évolue et qui nous favorise pour après faire des rouges tranquilles ou des blancs tranquilles avec plus de maturité, forcément. Bien sûr. J'avais une question réglementaire par rapport à ça, par rapport aux dates de vendange qui sont du coup orchestrées, je crois en Champagne, c'est ça? En fait, oui, il y a un camp des vendanges. En fait, il y a tu as des responsables de section au niveau syndical qui, dans chaque commune, et en fait, il y a déjà aussi tout un réseau maturation, le réseau Matu dans toute la Champagne. Donc, c'est-à-dire que 3 semaines avant les vendanges, tous les 2 fois par semaine, plein de vignerons viennent prélever, faire des prélèvements dans les vignes pour voir l'évolution de la maturation, de la densité en sucre. Et donc ça permet de vraiment voir la cinétique de maturation et puis de commencer
à se projeter dans la date idéale en fait pour être dans les bonnes maturités, l'équilibre sucre-acide. Donc ça c'est imposé à tout le monde? Non, après chacun postule pour pouvoir prélever des raisins. Donc là maintenant il y a pas mal de gens dans toute la Champagne qui vont donner tous les 2 fois par semaine leurs résultats qu'ils ont trouvés dans leurs raisins. Et après, une semaine, 10 jours avant plus ou moins la vendange, eh bien, ça se réunit dans tous les villages et ça détermine des dates de vendange optimum. Après, où les gens disent bah tiens là c'est en train de pourrir. C'est une conversation. Là ça va être mûr. Ça va être mûr. Là, moi je souhaiterais avoir telle date. Et après, ils moulinent un peu tout ça dans toutes les régions. Et après, en fait, il y a une décision de date de vendange dans chaque commune. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu veux faire ça, alors ça, c'est tu cherches pas d'acidité, du coup, ça va peut-être pas être une maturité. Là, disons que là, les dates de vendange, elles sont déterminées pour le champagne. Ouais, et là, toi, tu cherches pas forcément. Après, quand tu fais du rouge, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire que, en fait, après, aussi bizarrement et de façon totalement illogique. En fait, il y a plein de gens, par exemple, quand ils font du rouge pour faire du rosé, ils vont vendanger ça toujours le premier jour des vendanges parce que le raisin, il n'est pas pourri et qu'au moins, tu as du raisin sain. Ouais. Alors que, ce qui est con, parce qu'en fait, tu vas récolter du raisin à 10. Donc, alors qu'en fait, pour faire du rouge, il faudrait faire ça en fin de vendange. Ouais. Donc voilà, donc c'est là en cela où je dis que que ceux qui font du rouge sont vraiment des vignerons qui ont cette patte de vinification, qui veulent faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et donc là, après, on décide nous-mêmes, au sein de chaque domaine, quel sera le meilleur moment pour vendanger en rouge. Là, on ne dépend pas de la date. On s'affranchit de ça, heureusement. Je pense que c'est clair. Et après, chacun aussi sent le truc. Aurélien Lurquin, c'est celui 14 degrés. Moi, je ne sais pas si un jour j'attendrai 14 degrés pour faire un rouge. Moi, c'est plutôt. Comme ça, on aime. En tout cas, nous, c'est comme ça. C'est ces vins-là, moi, que je recherche plus. Ouais. Bon, après, chacun son truc. Hein. Bon, on est client, en tout cas. Jérôme, merci pour la visite et surtout merci pour la dégustation de tes excellents vins. Je suis ravi d'avoir redécouvert le champagne aujourd'hui au plus haut niveau, quoi. Franchement, c'est très flatteur, mais je n'ai pas cette prétention-là. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te faire déguster des champagnes et d'avoir un retour comme le tien et des gens qui arrivent à comprendre un peu notre démarche et de voir que les champagnes ont quand même une toute autre personnalité. Eh ben, je confirme. Vive le champagne en biodynamie et merci. Santé.